Bonjour à tous et à tous. Alors là, vous êtes tous dans la salle d'attente et en train de rentrer. Ben, donc, je vais un peu meubler en attendant. Et pour meubler, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de vous souhaiter une excellente année 2022. Peut-être un peu plus de stabilité dans nos pratiques. Ces 2 dernières années, 2020-2021, étaient bien chargées en émotions sanitaires, en émotions économiques. Et donc, j'espère pour nous que nous allons en finir avec nos fonds de solidarité, nos aides Covid, nos aides Cofix. Ça sera un très bon message sur le plan économique. Je suis donc accompagnée aujourd'hui pour ce 5e épisode des ateliers de la transformation, dont le thème est fédérer les équipes, mobiliser les collaborateurs dans la dynamique du changement. Je suis donc accompagnée aujourd'hui par Elvire Sekloka, qui est le témoin de cet épisode. Bonjour tout le monde. Bonjour Elvire. Et comme d'habitude, par Jean-François Marvaux, vous commencez à connaître, qui est conférencier à Sciences Po et surtout spécialiste des problématiques de changement dans les organisations. Bonjour à tous et puis également bien sûr meilleurs vœux de réussite dans vos projets pour l'année 2022. Donc vous connaissez la formule de ces ateliers de la transformation. Nous avons 9 ateliers. Le premier thème, 9 ateliers, 3 cycles. Le premier cycle de 3 ateliers était en résumé l'expert comptable, chef d'entreprise, acteur de sa stratégie. Le deuxième cycle de 3 ateliers sont pour lancer une stratégie, changeons nos process et surtout avec nos équipes. Donc le deuxième cycle, c'est le management. Et une fois qu'on a fixé sa stratégie, qu'on a composé l'équipe, eh bien, on vend. Et le troisième cycle est sur la vente. Là, donc, nous en sommes au deuxième épisode de ce deuxième cycle. Et la dernière fois, donc, nous avons vu ensemble que pour aller vers ces nouveaux métiers, nous devons donc transformer nos pratiques et surtout nos process. Nous avions le témoignage d'un expert comptable qui est aujourd'hui 3.0. Nous avions le témoignage d'un expert comptable qui était dans un cabinet 3.0. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la cariste qui s'occupait, qui était data contrôleuse. Et nous aurons tout à l'heure aussi le témoignage d'Elvire qui est également dans un cabinet 3.0 et là qui va nous parler beaucoup plus du management et des équipes plutôt que des process. Je pense que là, vous êtes presque tous arrivés. Je vous vois défiler. On est à 129. Vous étiez à peu près 300 inscrits comme toutes les fois précédentes. Petit donc résumé du 4e atelier. Donc, on a vu la nécessité ensemble d'avoir des outils, des compétences, des méthodes, des process. Et bien évidemment que pour transformer son cabinet, il faut libérer du temps aux collaborateurs. Jean-François, si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, nous allons voir les collaborateurs qui sont bien évidemment au cœur de la transformation. Je pense que dans ce parcours de la transformation, j'ai failli dire parcours du combattant, mais je ne vais pas le dire, mais dans ce parcours qui demande beaucoup d'énergie pour le chef d'entreprise, évidemment, la transformation se fait bien évidemment avec des outils. Ça, on le sait tous, experts comptables, on adore les outils, mais se fait surtout avec nos collaborateurs qu'on doit emmener. Nos collaborateurs au cœur de la transformation. Et après, je vais laisser la parole à Jean-François pour qu'il commence à nous théoriser tout ceci, puisque nos problématiques de cabinet d'expertise comptable sont exactement les mêmes problématiques que tous les métiers aujourd'hui qui sont en pleine transformation dans cette révolution numérique. Nous ne sommes pas du tout isolés. On va faire comme les fois d'avant du slido.
vous poser des petites questions. Donc, vous pouvez vous munir de votre téléphone à portée de main. Et là, ben, pour les questions, on les verra sur GoToWebinar dès que vous en avez. Je ne sais pas si j'arrive à voir les questions, mais j'ai l'impression qu'on en a déjà une qui est Slido, point d'interrogation. Là, je m'adresse peut-être à la technique qui aura le droit de me répondre. Oui, oui, on va le faire, Virginie. Je vais y répondre. D'accord. Bon, bah écoutez, merci Virginie pour cette introduction, c'est très intéressant. Comme d'habitude, vous le savez, le concept de ces ateliers, c'est effectivement de l'apport, des bonnes pratiques. On va vous donner un certain nombre d'éléments pour vous aider à travailler sur comment je fédère mes collaborateurs dans cette démarche de transformation. Comme d'habitude, nous avons donc notre outil Slido qui va nous permettre de faire des sondages et puis sur lequel que vous pouvez utiliser pour répondre. Alors, le code Slido, c'est le 37 80 27. Donc, comme d'habitude, vous utilisez votre téléphone portable, vous allez sur l'application Slido et puis vous avez donc Joining as a Participant en anglais. Et donc, vous pouvez taper le code 37 80 27 qui vous permettra donc de répondre aux questions lorsque je les lancerai. Pour l'instant, les questions de sondage n'ont pas été lancées. Donc, vous pouvez utiliser, et je vous invite plutôt dans un premier temps à utiliser GoToWebinar pour poser vos questions au fil de l'eau. Bien sûr, comme d'habitude, il y aura à la fin de cette présentation un temps d'échange et de partage. Et donc, si vous avez des questions, ça sera l'occasion. À ce moment-là, on a prévu une dizaine, quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Et puis, Virginie conclura cette présentation. Vous savez que l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France organise énormément de choses pour vous aider et vous accompagner. Effectivement, c'est un parcours du combattant, mais c'est surtout un parcours très excitant, d'ambition et nécessaire dans le cadre de l'évolution de votre profession. Et donc, on a la chance d'avoir l'Ordre des experts comptables Île-de-France qui organise beaucoup de choses pour vous aider. Et donc, Virginie reviendra sur tout le dispositif qui est prévu. Alors, au programme, écoutez, d'abord, effectivement, vos collaborateurs sont au cœur de la transformation. Très clairement, lorsqu'on regarde les évolutions des entreprises actuelles, le levier, la clé de la réussite des transformations, des projets de changement, est d'abord tout et avant tout humain. Et je trouve que c'est important ce que dit Virginie là-dessus, c'est qu'on a tendance, encore plus les experts comptables probablement, mais les chefs d'entreprise, les dirigeants ont tendance d'abord à voir le projet de transformation dans une dynamique technique, technologique, processus, à travers l'objet, etc. Et c'est évidemment, le problème est en fait, c'est l'inverse. Et ensuite, ils mettent l'humain. Et en fait, c'est l'inverse. Il faut d'abord mettre l'humain au centre de la réflexion, de la réflexion et de la conception du projet de transformation. Et ensuite, on y mettra la technique. Ce sont les collaborateurs qui vont mener et réaliser le changement, que ce soit un petit cabinet d'expertise comptable de 4, 5 collaborateurs, une dizaine, et alors encore plus dans les grandes entreprises. Ce ne sont pas les dirigeants qui mènent les transformations dans les grandes entreprises, ce sont les managers. Et donc, c'est fondamental de bien s'assurer et j'y reviendrai, que ce sont les collaborateurs qui s'approprient, adhèrent et réalisent le changement. Alors, on verra ensemble comment mobiliser ces collaborateurs dans une dynamique ambitieuse. On verra également les leviers pour créer de la performance collective et puis comment est-ce qu'on renforce l'adhésion et comment on donne envie pour réaliser vos projets. Voilà, donc on va aborder ces différents sujets, ces différents points ensemble de manière à vous aider à embarquer les équipes, vos collaborateurs dans cette démarche. Alors, tout d'abord, en introduction, effectivement, vos collaborateurs sont au cœur de la transformation. On l'a évoqué, ça veut donc dire que c'est eux qui vont être les porteurs du projet. Vous le saviez, dans le cadre de l'atelier 1, on vous avait beaucoup évoqué le dirigeant, l'expert comptable qui est leader. Et puis, vous voyez que là, on est en train de vous dire, attention, fédérer les équipes, c'est d'abord accompagner les équipes parce que c'est eux qui vont mettre en place. J'attache là-dessus une importance sur la méthode. Vous êtes, en tant qu'expert comptable, en tant que dirigeant, vous êtes leader, c'est-à-dire que c'est vous qui portez la vision, c'est vous qui allez porter la cible à atteindre, c'est vous qui portez, j'allais dire, le cadre général de la transformation et c'est vous qui êtes le garant de cette transformation, bien évidemment.
Et en ce sens, vous devez jouer ce rôle de leader. Bien. En revanche, si vous êtes leader sur la définition de la cible et de l'ambition, ce sont vos collaborateurs qui doivent réaliser au quotidien. C'est eux qui vont être les acteurs du comment, c'est-à-dire de la méthode pour réaliser le projet de transformation. Et c'est ça qui est important. Parfois, il y a là-dessus un peu la volonté de l'expert comptable de vouloir tout faire et il cherche à embarquer les équipes en tirant plutôt par le haut sur la méthode et donc en voulant imposer, entre guillemets, la mise en œuvre. Il faut plutôt là avoir une approche différente, c'est-à-dire une approche plutôt basse, c'est-à-dire il faut accompagner les collaborateurs dans la mise en œuvre et c'est eux, alors bien sûr avec vous, mais c'est eux qui vont d'une certaine manière définir les modalités de mise en œuvre et le comment. C'est comme ça que vous allez embarquer vos équipes et c'est comme ça qu'ils vont être facilitateurs de l'avancée, en tout cas diminuer les résistances et être facilitateurs de l'avancée du projet de transformation. Alors, mobiliser ses collaborateurs dans une dynamique ambitieuse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour adhérer mes équipes à la mise en œuvre, comment ils s'approprient et comment ils deviennent acteurs, là où au départ, ils ont plutôt tendance à regarder les projets de transformation comme quelque chose qui est pour eux une forme d'inquiétude, une forme d'inquiétude, une forme de stress par rapport à leur environnement et à leur zone de confort. Alors Jean-François, oui. Juste si tu permets, on se coupe et on intervient. Olby, aussi, si tu veux intervenir, bien évidemment, comme ça, c'est sympathique et convivial, et bien évidemment, nous répondons à vos questions. J'avais l'impression, moi, d'entendre dans mon casque, tous les experts comptables en disant c'est bien mignon d'embarquer les collaborateurs, mais ils sont déjà surdébordés, ils n'ont le temps de rien. C'est pas comme ça que je vais leur faire tester un nouvel outil ou commencer ces démarches de transformation. Donc là, à tous ceux qui se disent ça, je vous renvoie à l'atelier précédent. Bien évidemment, pour commencer cette transformation, il faut avoir libéré du temps. Et en cabinet d'expertise comptable, la seule façon de libérer du temps, c'est d'avoir modifié les process et avoir numérisé les process. Avoir scanné les factures d'achat, les factures de vente. Donc, pour libérer du temps à nos collaborateurs, on se pose sur les process et on trouve des gains de productivité. Et l'objectif n'est pas de rajouter encore plus de dossiers aux collaborateurs parce que oui, on a tous du mal à recruter. Oui, c'est compliqué. Bien sûr que tout ceci est compliqué parce que parfois, quand on a une démission, on n'arrive pas à remplacer le collab. Eh bien là, on prend encore plus d'énergie, on redouble d'ingéniosité pour libérer du temps aux collaborateurs en partant à la chasse au temps perdu, au process, au cut-off qui servent à rien, à la CCA de 20 €, etc. Je vous fais un mini résumé en 30 secondes. Donc, une fois qu'on est arrivé à cette phase-là, on y va, on a libéré le temps chez le collaborateur pour y aller dans cette démarche ambitieuse. C'est pour ça que la démarche est ambitieuse. Parce que si on n'a pas libéré ce temps-là avant, c'est compliqué de se lancer maintenant. Oui, merci Virginie de le rappeler. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais l'atelier 4 portait principalement sur cette nécessité. Vous n'arriverez pas à transformer votre cabinet si les collaborateurs n'ont pas un temps dédié pour pouvoir être acteurs de cette transformation. Et donc, c'est une condition, c'est vraiment, merci Virginie de le rappeler aujourd'hui encore, c'est une condition sine qua non. D'abord, nous devons libérer du temps. Ça veut dire d'abord, il y a un travail à faire au sein du cabinet en termes de digitalisation, en termes d'amélioration des process, etc., pour faire en sorte de libérer ce temps pour permettre ensuite, au même titre que c'est important, et on l'avait vu dans le cadre, je crois, c'était l'atelier 2, sur le business model, sur l'offre, c'est-à-dire que tout ça n'a de sens que parce que préalablement, on a construit une cible, on a construit une ambition, on a construit un projet d'entreprise, donc ça c'est le rôle de l'expert comptable, et qu'on est capable de présenter, de communiquer et d'informer auprès de ses collaborateurs de ce projet. C'est à partir de là, on a le projet, il est formalisé, il est ambitieux, on a développé la possibilité pour les collaborateurs d'avoir du temps
qui va être dédié à ce projet. Et à ce moment-là, effectivement, on est dans une logique de comment est-ce que je mobilise, comment je fédère. Et ces deux éléments, le projet d'entreprise en amont et la libération du temps pour les équipes est indispensable. Sinon, effectivement, on n'arrivera à rien. On sera même plutôt en résistance ou en rupture avec ses collaborateurs qui verront cela comme une impossibilité, une injonction paradoxale dans leur quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. Et Alors, dans ce projet, nous avons bien évidemment analysé notre clientèle. Et je pense que là, il faut avoir le courage de se séparer des clients qui nous enquiquinent. Celui qui pose plein de questions, qui ne veut jamais répondre. Enfin bref, vous allez à un moment donné vous poser la question sur quel client je vais garder, quelle est ma cible. Donc une fois, il y a deux jobs. Le job de l'expert comptable qui est donc ça c'était la première stratégie. Tous nos ateliers sont revisionnables en replay. Hein. Donc, le job de l'expert comptable qui va déterminer sa stratégie et à un moment donné, il se posera la question de avec quel client je veux travailler et sur quelle mission. Et après, ou concomitamment, il y aura les collaborateurs, comment je leur libère du temps pour partir dans ce parcours de la transformation. tout à fait. Alors là, je vous ai mis une citation d'un patron d'entreprise d'une banque africaine qui s'appelle Henri-Claude Ohima, qui est un homme, qui est un vrai leader, qui est un vrai entrepreneur et qui a une vision très claire de la manière dont il veut faire évoluer son entreprise. Et lui, il place le capital humain, il place les équipes, les collaborateurs dans cette dynamique et de partager une vision qui donne voilà, l'équipe dans une dynamique ambitieuse. Au sein de laquelle chacun trouve les éléments pour qu'ils puissent s'accomplir à titre personnel et dans un projet collectif. Et je trouve que c'est intéressant cette phrase parce qu'on retrouve bien les différents éléments qui sont indispensables et qui vont permettre aux équipes d'être embarquées dans votre projet. D'abord, il y a cette vision qui est une vision commune, c'est-à-dire que je vous parlais du projet d'entreprise qui est construit, qui est élaboré par l'expert comptable sur la manière dont il veut faire évoluer son cabinet. Mais ensuite, cette vision, cette représentation de ce projet doit être partagée et doit être commune, c'est-à-dire que c'est l'œuvre d'une équipe. Il y a bien sûr une dynamique ambitieuse. Ça veut dire quoi ambitieuse? Ça veut dire que ça doit donner envie à chacun à travers des bénéfices. Quels sont les gains? Quels sont les bénéfices que je vais, moi, obtenir à travers la mise en œuvre de ce projet. Et il faut que l'expert comptable ou celui qui est le commanditaire du projet puisse bien évaluer et mesurer en quoi c'est un gain, c'est un bénéfice pour le collaborateur et mettre en avant ces éléments. Au même titre que ça doit aussi, bien sûr, répondre à un accomplissement personnel, à un objectif personnel. Chacun de nous, dans une logique de salarié, avons un objectif à titre personnel. Il faut que ça réponde à cet objectif personnel dans une dynamique, dans un projet collectif. Voilà. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que d'abord, et Philippe Barrès serait présent, il sourirait, c'est d'abord donner envie de faire quelque chose qui modifie l'entreprise. Là-dessus, il faut que vous, en tant qu'expert comptable, vous assuriez que chacun de vos collaborateurs ait envie de faire quelque chose. Et vous voyez, le quelque chose peut être une petite chose, c'est pas grave. L'objectif, c'est de créer cette dynamique d'être, je suis acteur de la transformation de mon cabinet d'expertise et je vais à mon niveau faire quelque chose. Et vous devez être vigilant, vous, dans le quotidien, de s'assurer que chacun de vos collaborateurs a envie de faire quelque chose qui va modifier l'entreprise. Alors, bien sûr, en lien avec votre projet, hein, pas un truc qui soit comme ça complètement déconnecté. Mais quoique, vous le verrez avec Elvire, et on a eu l'occasion également de le voir avec Stéphanie Laporte, qui était une des experts comptables, chef d'entreprise, qui a témoigné. On voit qu'en fait, il y a une très grande latitude pour le collaborateur d'être force de proposition et de proposer des choses qu'il a envie de modifier dans son quotidien et qui peuvent faire écho avec ce que vous avez envie de faire au niveau de l'entreprise, que ce soit du développement
de nouveaux services, que ce soit de l'externalisation, de la digitalisation, des changements de système, de plateforme, de RP, d'outils informatiques. Quelle que soit la chose, il y a toujours un moyen où vous pouvez rebondir sur une envie d'un de vos collaborateurs de faire quelque chose dans son quotidien qui a une résonance avec l'évolution du cabinet. Le deuxième élément qui est important, si vous voulez mobiliser ces collaborateurs, ça va être de développer les talents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de vos collaborateurs a, dans l'exercice de son métier, de sa fonction, de ses tâches, de ses responsabilités, là aussi, il a des compétences et il a envie de développer un certain nombre de qualités, de talents, de compétences qu'il a. Et donc, il va falloir aller chercher chez chacun de ses collaborateurs, c'est quoi ses moteurs, c'est quoi ses drivers, c'est là où il est bon. Vos collaborateurs ont des qualités et il faut renforcer ces qualités. Et si je vous dis ça, moi j'ai commencé ma carrière en FUSAC dans un cabinet d'audit. Bon, la première chose quand je suis arrivé, on m'a pas dit transforme le cabinet, aide-nous à faire évoluer le cabinet. Si tu as des idées, surtout parle-en, etc., etc. Non, on m'a dit voilà, ici il y a des règles, il y a des consignes, il y a des classeurs, il y a des normes. Tu vas les apprendre et puis tu vas les appliquer. Et puis la première chose qu'on te demande, c'est d'appliquer les règles et d'appliquer les normes. Et on est un peu, nous, dans cette profession d'expert comptable, on est un peu comme ça cantonné dans ce normatif qui fait que le jeune arrive dans le cabinet et on commence d'abord par lui dire tu dois faire les choses selon les règles et selon les normes, etc. Alors évidemment, ça ne favorise pas le développement de nouvelles idées, de nouvelles compétences, etc. Et je crois que là-dessus, il faut aussi être très attentif en tant qu'expert comptable à, au contraire, aller chercher les qualités du collaborateur qui peuvent être connexes d'ailleurs. Vous pouvez avoir un collaborateur qui est doué pour, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur des applications de connexion, qui aime sortir et rencontrer d'autres gens, qui participe à d'autres. Enfin, et donc, il faut plutôt utiliser cela comme un élément qui va au contraire enrichir les qualités du cabinet et donc renforcer ses compétences dans ce qu'il aime faire, dans ce qu'il veut faire, et à partir du moment, bien sûr, où ça fait sens avec la stratégie de l'entreprise, du cabinet, et puis avec le projet global. Le Alors, si troisième tu me élément, permets, pardon, bien Jean-François, sûr, merci, Virginie. c'est, je pense, une vraie problématique interne à notre profession où on attend de nos collaborateurs parfois de la curiosité, des initiatives, surtout dans ce contexte de transformation, donc de l'appétence, de l'envie, et d'un autre côté, nous avons un métier technique excessivement normalisé, où il peut nous arriver de répondre, nous, experts comptables techniciens, avec notre casquette d'expert comptable et pas de chef d'entreprise. C'est comme ça, c'est pas autrement. La facture, il faut qu'elle existe. Le compte courant, il n'est pas débiteur. L'alias fiscal, c'est une réelle simplifiée, c'est pas une réelle normale. La TVA, c'est aux encaissements. Enfin, donc c'est toute cette technicité qui fait notre plus-value, qui est la contrepartie de la relation de confiance que Oui. nous donnent les clients. Quand on fait des statistiques, le chef d'entreprise a confiance entre 75 et 80% dans son expert comptable par rapport aux autres professions. Pourquoi? Parce que on a cette technicité. Cette technicité qui est vraiment cadrée. On nous a tous formatés avec un état de rapprochement de banque qui n'a pas un centime d'écart. On nous a tous formatés avec une balance carrée. Et tout ceci n'a pas forcément développé chez nous et chez nos collaborateurs peut-être de la curiosité, la question de mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on va calculer une CCA moi, il y a 20 ans, bien évidemment, quand j'ai commencé, je faisais des CCA à 4,50 €. Hein. Bon, je vois Elvire qui sourit, on doit avoir les mêmes. Donc, je pense que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. Donc, un métier excessivement technique qui demande de la rigueur. Et là, on se retrouve dans une autre dynamique où on parle d'envie. Je ne sais pas si envie, c'est un vocabulaire qu'on a déjà évoqué dans nos cabinets. On parle d'envie, on parle de talent,
alors que nous, experts comptables, on pourrait répondre technique et rigueur. Et c'est là qu'on doit Exactement. faire un Exigeant. peu le… Voilà, Ouais. exigence Et technique et donc, rigueur. ouais, Et c'est là qu'on doit ouais, faire certainement le grand écart et oui, dans cette phase de transformation, aller chercher chez nos collaborateurs qui sont tous rigoureux. Si on travaille depuis des années avec eux, ils sont forcément rigoureux. Aller chercher la curiosité, l'envie, et celui qui est super rigoureux, s'il y a donc et qu'il a l'envie d'être rigoureux, eh bien on le mettra demain sur une tâche super rigoureuse comme l'encaissement client. Bon, voilà, je te laisse la oui. parole, C'est Jean-François. exactement ça, Virginie, merci. Et c'est vrai que je rebondis encore sur ce que tu viens de dire. Ça fait écho. Moi, j'interviens beaucoup enfin, vous le savez, j'ai la chance d'intervenir chez Supexpertise Paris. Donc, je vois un certain nombre de ces jeunes collaborateurs qui travaillent en cabinet d'expertise comptable. Ils expriment gentiment, parce que vous savez à quel point on a des gens qui sont bien, mais quand même, ils expriment des frustrations dans leur quotidien par rapport à des manières de faire dans les cabinets dans lesquels ils travaillent. Et on voit bien qu'ils ont plein d'idées, ils sont créatifs, ils ont des idées. Et c'est en ce sens, tu as raison Virginie, il faut utiliser cette matière. Quand je parle de talent, c'est ces gens qui sont créatifs, qui ont des idées, il faut les utiliser, notamment au début, au moment de la phase de conception. Ceux qui sont rigoureux et qui sont attentifs à l'exigence, à la manière, à la maîtrise de l'art du métier, eux, il faut plutôt les mettre dans la réalisation, parce qu'à un moment donné, il va falloir être attentif à ce que si on met en place un certain nombre de projets, de process, d'externalisation, il faut que ça se fasse bien, il faut qu'on s'assure que ça soit fait correctement et que le client, à la fin, va bien y trouver son avantage et cette valeur ajoutée. Donc, parfait. Mais on voit que dans les projets de transformation, il y a plusieurs phases. Il y a une phase d'abord de conception, et c'est là-dessus qu'il faut, quand je parlais de développer des talents des collaborateurs, c'est là-dessus qu'il faut amener nos collaborateurs à participer, à être acteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous avez envie de le faire? Quelles sont les compétences que je vais pouvoir, moi, utiliser dans un projet de développement d'une nouvelle offre? Et notamment, on le sait bien, on le verra par la suite sur le triptyque, hein, sur vendre nos nouvelles missions. Il faudra bien qu'on aille chercher ces nouvelles compétences que c'est habituellement les experts comptables, ceux qui travaillent dans ces cabinets d'expertise n'ont pas forcément cette appétence. Donc c'est là où ça va être intéressant d'aller chercher dès le début, au moment de la conception du projet, ce que j'appelle développer les talents des collaborateurs. Et là-dessus, il y a de l'énergie. Encore faut-il être capable de susciter cette énergie et qu'elle se formalise, qu'elle s'exprime, et puis ensuite de voir comment on peut l'utiliser à bon escient dans une logique de transformation du cabinet. Et là-dessus, il y a de la matière. Le troisième élément, et qui fait écho, Virginie, avec le fait d'avoir du temps, de donner du temps aux collaborateurs, c'est faciliter le système, hein. On va mobiliser les collaborateurs dans cette dynamique si on facilite le système. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire en termes de simplification des tâches, des activités du quotidien, en termes d'automatisation, pour permettre justement à nos collaborateurs d'aller plus loin sur des tâches, sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Et donc, il y a un travail de nettoyage et de modélisation de l'ensemble de nos process pour faciliter le système. Alors, faciliter le système, ça veut dire simplifier, automatiser, digitaliser, mais ça veut dire aussi permettre aux collaborateurs dans un environnement qui est assez contraint, pour ne pas dire très contraint par les règles, les normes, etc., de donner de la souplesse pour faire de l'adaptabilité en fonction du client, en fonction des demandes, etc. Il faut que moi, en tant que collaborateur, je puisse répondre positivement à la demande. Et parfois, on sait que le collaborateur est obligé de répondre au client en disant ben non, c'est pas possible, ou je peux pas, ou ceci ou cela, pour des contraintes X, Y, Z. Et donc là aussi, il faut trouver des moyens d'offrir plus de champ de liberté. On parle de liberté, de champ d'action pour le collaborateur, parce que sinon, très vite, il va être castré, pardon pour le terme, il va être castré dans cette dynamique et dans cette mobilisation. S'il a le sentiment qu'à chaque fois qu'il va être dans une force de proposition, il va être face à une situation où c'est pas possible, ou parce que le système est trop compliqué, parce qu'on peut pas changer, parce que bon, bref. Donc il faut vraiment faciliter le système dans une logique de libération du comment, et puis également de donner l'autonomie
à la personne pour pouvoir réaliser ces modifications. Et puis Alors, enfin, deux remarques si tu veux bien, Jean-François. compris. Donc, en fait, on parle d'autonomie du collaborateur. Et qui dit autonomie ne dit pas non-respect des normes. Là, je prends ma casquette de président de la commission qualité à l'ordre. Il y a des normes de délégation supervision. L'expert comptable n'a pas une obligation d'être omniprésent sur toutes les tâches du collaborateur. Il n'y a pas une obligation de mettre un paraphe sur n'importe quelle feuille de contrôle. La supervision, la délégation sont des normes importantes qui laissent beaucoup de latitude aux collaborateurs. Et le rendre autonome et le rendre responsable, ça me paraît dans cette démarche de la transformation un prérequis. Donc responsabiliser et autonomiser, et la contrepartie de cette responsabilité, de cette autonomie, si ce n'est pas dans l'ADN du cabinet, la contrepartie, c'est la formation du collaborateur. On va pas lâcher le collaborateur du jour au lendemain en lui disant, bon, maintenant, tu as le droit de répondre aux questions du client quand c'est une réponse un peu compliquée, alors qu'hier, on lui demandait de ne pas répondre aux questions en matière de fiscalité ou je ne sais pas quel thème. Donc, on va le former, voilà. Et je pense que le nerf de la guerre de tout ceci, c'est la formation des collaborateurs dans cet environnement instable. Alors instable encore plus depuis 2 ans avec le Covid, parce qu'il y a plein de nouveautés techniques, technologiques avec les aides Covid, etc. Donc je ne sais pas comment vous êtes organisé dans le cabinet, mais est-ce que chaque collab s'occupe des aides ou est-ce que vous l'avez délégué à quelqu'un? Je ne sais pas comment vous avez fait pour répondre aux clients. Mais quelle que soit l'organisation que vous avez fait, à un moment donné, il a fallu former le collaborateur, soit tous les collabs, soit le collaborateur en charge. Donc ça, cette formation technique, on la connaît tous, on l'a fait, elle est évidente. Je pense que peut-être que vous étiez là derrière vos écrans hier soir pour la loi de finances. Donc on se forme, nous les experts comptables, on se forme techniquement. Mais il y a un autre domaine de formation qu'il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Vous savez, ça énerve beaucoup parce que ça fait genre un peu, on est perché. Mais c'est apprendre parfois à passer d'une posture de technicien à une posture d'être à l'écoute du collaborateur. Ça peut passer par, par exemple, changer le nom du poste de nos collaborateurs. Nos collaborateurs, ils s'appellent, et les miens, hein, dans mon cabinet, j'ai 15 collabs, ils s'appellent collaborateur confirmé, ils s'appellent chef de mission, ils s'appellent collaborateur junior. Un client m'a fait la remarque en disant, ouais, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas très sexy en fait comme nom de poste. Donc à un moment donné, on va peut-être se retrouver à changer le nom de ces postes-là. Mais ça sera les ateliers sur la vente peut-être. Donc je fais un peu de teasing hein, parce qu'on est trop content de vous retrouver à chaque fois. Donc faciliter le système, simplifier, automatiser et autonomiser, responsabiliser et former. Oui. Mais c'est vrai que Juste un petit mot, si je peux me permettre. C'est très important ce que tu as dit, autonomiser le collaborateur, mais tu as parlé encore côté technique, autonomiser le collaborateur. Il y a un petit point, par exemple, il faut que le collaborateur sache combien il coûte, par exemple, combien il facture. Il y a des cabinets encore où le collaborateur n'a pas accès à la facturation. Il ne sait pas, enfin, il a une idée puisqu'il connaît ses clients, mais il n'a pas accès à l'information et ça allait tellement. Souvent dans les cabinets, c'est tellement secret, alors qu'en réalité, le collaborateur, il doit pouvoir savoir combien il facture. Enfin, ça a l'air bête comme ça, mais c'est aussi une façon d'autonomiser le collaborateur. Le collaborateur, lorsqu'il sait qu'il facture 50 000 et qu'il demande 45 000, il y a un souci. Il sait qu'il a tout de suite un souci. Donc, l'autonomisation va jusque-là du collaborateur, le former, lui donner de l'indépendance et de l'autonomie aussi sur son poste. Et ça passe aussi par la mise l'autonomisation, l'indépendance, quasiment des fois, s'il y a besoin. Un tout bête, souvent on dit qu'il faut facturer l'exceptionnel.
Et c'est l'expert comptable qui se met dans son bureau et qui facture l'exceptionnel, alors que en général, ce n'est pas lui qui a fait l'émission exceptionnelle. Il oublie de facturer de l'exceptionnel. Alors que si tu autonomises ton collaborateur, celui qui est en charge de ça, il saura mieux exactement ce qu'il a fait d'exceptionnel qu'il doit facturer au client. Alors, c'est vrai, et je rebondis là-dessus aussi par rapport à la personne. Il y a deux éléments. Il y a une notion de, enfin, il y en a même trois. Il y a une notion d'abord de délégation, c'est-à-dire de l'expert comptable qui délègue le pouvoir à son collaborateur. Tu as la possibilité de, dans un cadre, évidemment, dans le cadre que tu as évoqué, Virginie, mais tu as voilà, cette notion de délégation. Et à l'intérieur de cette délégation, il y a tu es autonome. Tu es autonome pour agir comme tu le dois en tant que professionnel par rapport aux besoins, à la demande, à l'attente, etc. Et tu es responsable. Hein, tu es autonome et tu es responsable. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu d'ailleurs sur ce point-là dans le domaine de la banque. On n'est pas très très loin de l'expertise comptable. On reste quand même dans des métiers du chiffre, de la finance, etc. On a vu en l'espace de 10 ans, 15 ans, une très grande évolution, ne serait-ce que dans les titres des fonctions utilisées dans la banque. Aujourd'hui, on a des conseillers bancaires, on a des experts ceci, on a modifié ne serait-ce que le nom des postes occupés par les collaborateurs dans une logique qui donne beaucoup plus de valeur, je trouve, à ce qu'il y avait avant. Mais au même titre que dans les entreprises, on parlait avant de responsable de l'administration du personnel. Aujourd'hui, le DRH, le responsable RH, il n'est pas responsable de l'administration du personnel. Il est directeur de la transformation et du capital humain. Il est talent manager. Enfin, vous voyez, on a utilisé une autre forme et qui, je trouve, est beaucoup plus riche et qui donne beaucoup plus de valeur aux collaborateurs. Alors ça, c'est un élément important qui participe à la transformation, parce que ne serait-ce que par le nom, je vois que mon cabinet évolue, parce que d'abord, sur ma carte de visite, ne serait-ce que ça, je n'occupe plus la même fonction. Et puis enfin, dernier point, donner du sens au projet. Ça aussi, c'est un élément très important pour l'expert comptable qui met en œuvre le projet de transformation, le changement. C'est une évidence. Souvent, malheureusement, lorsqu'on interroge les collaborateurs, le sens qui est donné au projet n'est pas toujours très clair. Alors, je sais que dans les conférences, les universités d'été notamment, mais tout ce qui est fait dans les événements par l'ordre des experts comptables, systématiquement, on rappelle l'importance aujourd'hui pour votre profession d'évoluer, l'importance pour votre profession de changer de mindset. Parfois, dans les cabinets d'expertise comptable, c'est très clair, aussi bien pour les experts comptables que pour les collaborateurs. Le pourquoi est très clair. Cependant, malheureusement, parfois, pour un certain nombre de collaborateurs, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, au-delà du contexte sanitaire, n'est pas toujours très clair. Et les évolutions de vos métiers nécessitent à chaque fois de rappeler le sens et même la nécessité vitale, l'engagement. Cotter nous parle de sens de l'urgence pour les collaborateurs. C'est une question de survie aussi pour vos professions. Voilà, les 4 points. Je pense que le sens, c'est la question la plus importante et certainement la plus difficile. On nous le dit, hein, oui, les jeunes générations, les milléniums, ils ont besoin de sens. Alors, une fois qu'on a dit ça, je sais pas ce qu'on a. Moi, ça m'a jamais. Ça m'a toujours perturbée, parce que ça veut dire quoi, avoir besoin de sens. Alors bien évidemment, donc il paraît qu'aujourd'hui les jeunes générations ne viennent plus en cabinet d'expertise comptable, ne vont plus en audit parce que on aurait un problème de sens. Ça serait le problème de l'attractivité de notre profession. Donc on a ces grandes phrases là qui pour moi parfois sont un peu vides, parce que et ma façon de ressentir ces phrases, je vous la donne. Après évidemment on peut en débattre et ça me ferait plaisir d'en débattre avec vous. Moi, j'ai envie de le recentrer dans le cabinet et de dire, dans nos cabinets, nous avons été et nous sommes encore au service en fait de l'administration. Et la plupart du temps, notre client, c'est Bercy, ou notre client, c'est l'URSSAF. Je schématise. Je vous l'ai déjà dit, je crois qu'en tant qu'exemple, le planning dans mon cabinet,
le planning de chaque collaborateur dans mon cabinet est rythmé aux dates d'échéance de TVA. Je pense que là, on est en 186 derrière notre écran. À mon avis, beaucoup de nos cabinets ont encore des plannings avec les dates de TVA. Et c'est pas parce que j'ai mis le doigt là-dessus que j'ai changé. Mon cabinet est toujours. Donc, c'est-à-dire que l'administration et en fait nos contraintes administratives et de respect de délai sont au cœur de notre système. Et je pense que ça, en termes de sens, c'est pas le plus sexy qu'on ait à proposer demain à nos collaborateurs. Bien évidemment, et ça je dis depuis pas mal d'années, et là je le dis à mes collabs, le client, c'est notre client. Voilà. Donc ça, elle est débile cette phrase, mais le client est notre client. Donc nous sommes au service des chefs d'entreprise et le nous, ce sont également les collaborateurs. Et peut-être que donner du sens, c'est d'avoir réussi cette transition, d'avoir mis en fait nos contraintes techniques de respect de délai, qui est le cœur de notre métier, hein, et qui est la contrepartie de notre relation de confiance. Donc, où on passe d'une organisation au service de l'administration fiscale à une organisation au service du client. Et peut-être que là, on remet un peu de sens. Bien Et sûr. peut-être que ça veut dire ça, donner du sens dans nos cabinets d'expertise comptable. Oui, ne serait-ce, tu sais, Virginie, moi je vois avec les étudiants en DSCG, quand je leur dis votre métier, c'est pas un métier d'expert comptable. Votre métier, c'est un métier de développeur de la performance économique de vos clients. Tu vois, pour les faire bouger un peu. Bah, je t'assure que tout d'un coup, ils me regardent, il y a une forme de silence, d'incompréhension, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mon métier, c'est quoi? C'est de développer la performance économique de mes clients, et ne serait-ce que ça change le mindset, ça change l'angle de perception du rôle de l'expert comptable qui en fait accompagne des chefs d'entreprise, que ce soit des commerçants, des artisans, une PME, etc. J'accompagne des chefs d'entreprise dans le développement économique de son business. Tu vois. Et moi, en tant qu'expert comptable, en plus, j'ai la chance d'avoir une très grande proximité avec mon client parce que légitime, parce que reconnu, parce que, etc., etc. Donc, vous avez une image qui est une très bonne image, qui est une bonne image vis-à-vis de vos clients. Et donc, le fait d'arriver chez le client dans cette logique de je vais vous aider, monsieur, madame, à développer la performance économique de votre entreprise, tout d'un coup, ne serait-ce que ça change le sens, ne serait-ce que le sens du métier, de la manière dont j'exerce mon métier. C'est très intéressant de voir à quel point on peut, comme ça, juste en se décalant un petit peu de côté, voir l'approche du métier, de la manière d'exercer son métier de manière très différente. Et ça donne beaucoup de sens au projet. Je ne suis pas en train de tailler des pierres sur le bord de la route. Hein. Moi, je suis en train de construire une cathédrale. Alors, évidemment, il faut tailler des pierres pour construire une cathédrale, mais c'est une approche très différente de la manière et de concevoir le métier et qui donne envie, là, pour le coup. Et tu parlais d'attractivité, Virginie, je partage, il y a un gros chantier à mener pour redonner de l'attractivité à un métier qui est extraordinaire parce que riche dans toutes ses facettes. Voilà, donc ça, ce sont les 4 points pour mobiliser. Alors, si on veut avancer, après, à partir de là, je vous apporte une approche qui est une approche méthodique en 5 points. C'est pour vous donner un peu de matière à tout ce qu'on vient de se dire déjà, mais qui permet de faciliter peut-être pour vous l'appropriation de comment je mobilise mes collaborateurs dans cette dynamique ambitieuse et qui va vous faciliter la mise en œuvre. C'est-à-dire, bon, je commence par quoi? D'abord, je commence par comprendre la psychologie de chacun, comme je l'évoquais. Pour donner envie, pour développer les talents, encore faut-il bien connaître la psychologie de vos collaborateurs. C'est quoi mon profil, c'est quoi mes drivers, etc. C'est vrai qu'on parle de soft skills, mais c'est d'abord un travail autour de l'accompagnement de la personne en tant que telle dans sa dynamique au quotidien. Qu'est-ce qui fait pourquoi elle se lève le matin? Qu'est-ce qui lui donne envie de faire ce métier? Qu'est-ce qui lui donne envie d'exercer ces tâches, ces activités, etc. Et donc là-dessus, il faut aller chercher en fonction de chacun. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes moteurs, les mêmes drivers, les mêmes motivations, les éléments de motivation. L'autre élément, deuxième étape, c'est de faire travailler ensuite les individus, d'où la nécessité d'avoir du temps pour faire travailler les individus et les équipes sur leur envie.
et la manière de changer. Alors, il y a 4 questions clés pour cela. Il y a pourquoi, hein, quand on parlait de donner du sens, c'est pourquoi est-ce qu'on met en place ce projet de transformation? Est-ce que les gens comprennent bien les éléments qui sous-tendent la logique du changement? Pourquoi? Les bonnes raisons, quelles sont les bonnes raisons? Est-ce que moi, en tant que collaborateur, là où je suis, dans mon cabinet d'expertise comptable, je comprends les raisons qui font que le cabinet va évoluer. 2, vers quoi on va, d'où la nécessité de formaliser la cible. 3e question clé, c'est comment on va s'y prendre. Et là, laisser la liberté, laisser l'autonomie, laisser la responsabilité des collaborateurs sur le comment. Bien sûr, vous êtes garant du cadre, bien sûr, vous êtes attentif à la pertinence des propositions et des solutions qui sont apportées. En tout cas, elles viennent des collaborateurs. Et puis enfin, qui? 4e question clé. Qui? Quel est mon rôle? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi dans ce projet de changement? À quel moment je dois intervenir? Est-ce que c'est au moment de la conception? Est-ce qu'au moment de la réalisation? Est-ce que je vais être un testeur de la solution? Est-ce que je dois apporter mon expertise? Est-ce que je dois apporter mon expérience? Est-ce que je dois au contraire apporter de l'innovation, de la créativité? Parce que moi, j'ai travaillé dans un autre cabinet d'expertise comptable et puis on faisait les choses différemment. Donc, je peux peut-être partager mon expérience d'une autre solution, d'autres bonnes pratiques. Et donc, voilà, et comment je m'inscris dans ce projet de changement pour faire en sorte que chaque collaborateur, surtout dans des petits cabinets où vous êtes 5, 6, 7 collaborateurs, chacun joue sa place, son rôle, hein, c'est un peu comme dans un orchestre, il y a une partition et chacun doit jouer sa partition. Donc, c'est important de bien comprendre le pourquoi, le vers quoi, le comment et le avec. 3e élément, il faut accompagner les dynamiques par des actions concrètes, et puis les gains, c'est-à-dire que tout ça, c'est bien beau, mais il faut qu'à un moment donné, ça se matérialise par des actions concrètes au quotidien, de voir que les choses évoluent, les choses progressent. Mesurer, évaluer les changements par des indicateurs clés. Bon, ça, vous avez l'habitude du pilotage des activités, mais donc il faut qu'on soit capable régulièrement de mesurer, d'évaluer les changements. Là aussi, si je vous dis ça, c'est parce que parfois les collaborateurs ne voient pas toujours, on a la tête dans le guidon, on est dans l'aquarium, on ne voit pas toujours les changements qui sont opérés. Et donc, c'est important de pouvoir mesurer, évaluer et puis communiquer derrière, 5e étape, communiquer sur cet état d'avancement et puis les étapes à mener prochainement. La dynamique va se faire au fur et à mesure que les gens vont pouvoir effectivement mesurer, voir, observer concrètement les changements opérés et puis bien sûr s'assurer que ces changements apportent, comme je l'ai évoqué, des bénéfices, des gains dans mon quotidien. Et donc, c'est cette dynamique-là qu'il faut opérer. Alors, pour cela, je vous propose une petite question par rapport à ce que vous pouvez imaginer, vous, en tant qu'expert comptable dans votre cabinet d'expertise comptable. Alors, je vous invite à prendre votre téléphone portable et à vous connecter à Slido par le moteur de recherche, Slido, S-L-I-D-O. Vous tapez le code 37 80 27, 37 80 27, et puis je vais vous demander de répondre à la première question. Pour accélérer la transformation de votre cabinet d'expertise comptable, selon vous, la priorité, c'est quoi? Alors, 1. Modifier la structure, organisation, rôle de chacun. 2. Simplifier les processus, activités, tâches. 3. Développer un management participatif. On évoquait la délégation, la responsabilisation, la collaboration. Et 4. Former les collaborateurs à de nouvelles compétences. Alors, selon vous, pour accélérer la transformation de votre cabinet, on parle bien d'accélération de la transformation, la priorité, c'est quoi? Modifier la structure, les organisations, le rôle de chacun, on parlait des dons, des fonctions, etc. Simplifier les processus, les activités, les tâches, à travers la digitalisation, l'externalisation, etc. Développer un management participatif, délégation, responsabilisation, collaboration, ou former les collaborateurs à de nouvelles compétences. Alors, pour l'instant, vous êtes 50 à avoir répondu, donc comme on est un peu plus d'une centaine, certains n'ont pas encore
peut-être certains cherchent leur téléphone. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone portable ce matin? Ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, je me connecte, moteur de recherche, je me connecte sur Slido, S-L-I-D-O. Je vous rappelle le code, hein, c'est 37 80 27 pour participer au sondage. Et donc, vous êtes, voilà, donc pour accélérer la transformation de votre cabinet, selon vous, la priorité, modifier la structure, simplifier les processus, développer un management participatif, former les collaborateurs à de nouvelles compétences. Et on parle de priorité. 70-73. Bon, tout le monde n'a pas répondu, mais merci en tout cas pour tous ceux qui ont participé, qui ont bien voulu répondre au sondage. Alors, en fait, je vais vous faire un aveu. C'est lorsqu'on parle d'accélérer la transformation d'un cabinet d'expertise comptable, en fait, la priorité va être fonction du projet. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'abord modifier la structure avant de simplifier les process ou de développer un management participatif ou de former les collaborateurs? Ça va beaucoup dépendre de la situation, du diagnostic de la situation actuelle de votre cabinet d'expertise comptable et des problématiques ou des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Cependant, puisqu'on est dans l'atelier 5 qui est donc fédérer les équipes, le premier élément qui est indispensable, c'est de libérer les énergies, c'est de donner envie, comme on l'a évoqué. Et donc, principalement, ça va être, vous êtes 42% à avoir répondu, la priorité, ça va être d'abord de développer un management participatif. Il faut d'abord travailler sur l'implication, l'engagement, l'envie de vos collaborateurs à être acteurs de ce projet de transformation. Et donc, ça passe d'abord par un management participatif. Cependant, comme je l'ai dit juste avant, ça va dépendre beaucoup du contexte dans lequel se trouve votre cabinet. Si vous avez des problématiques de compétences ou de développement de nouvelles compétences par rapport à une mission que vous voulez, à une offre de mission, de service que vous voulez développer, peut-être qu'il va falloir travailler sur les compétences ou sur la structure si vous avez des problématiques d'organisation ou sur la simplification des process si malheureusement aujourd'hui vos collaborateurs sont sous l'eau et ne peuvent pas dégager de temps. Donc voilà un peu l'approche. Mais ces 4 éléments qu'on a cités ici dans le sondage Slido, ces 4 éléments sont fondamentaux pour pouvoir mener et accélérer la transformation. Vous avez à réfléchir sur votre structure en tant que telle, vous avez à simplifier les process pour tout ce qu'on a évoqué par rapport à ça, vous devez développer un management participatif et puis bien sûr former vos collaborateurs à toutes ces nouvelles compétences qui vont enrichir l'offre de votre cabinet. Alors, à partir de là, quels sont les leviers pour créer de la performance collective? Eh bien, il y en a 4. Il y a 4 leviers qui font le lien, bien sûr, qui font écho avec ce qu'on vient de dire hein, dans le cadre de la mobilisation des collaborateurs. Les 4 leviers, c'est le premier, c'est une organisation agile, hein, donc à travers la délégation, la responsabilité. On n'évoque pas beaucoup, et là j'en profite, on n'évoque pas beaucoup la prise de décision. Je le vois beaucoup dans les entreprises qui sont des entreprises beaucoup plus grosses, hein, des ETI, etc., où on a des circuits de prise de décision qui sont longs, qui sont lourds et qui sont un véritable frein à des projets de transformation. Et même dans des petits cabinets d'expertise comptable, parfois de 5, 6 ou 10 collaborateurs, on attend que l'expert comptable donne son accord et puis ça prend du temps, la décision ne vient pas, on avait envie de faire ça, c'était au mois d'octobre et puis on est au mois de janvier, c'est toujours pas fait, on ne sait pas, on attend, bref. Il y a parfois dans les prises de décision des freins, alors psychologiques ou autres, parfois contextuels. C'est vrai que la crise sanitaire aujourd'hui ne favorise pas forcément les projets de transformation, on a vu des entreprises qui ont beaucoup accéléré leur digitalisation, elles ont profité, au contraire, ça a été plutôt un accélérateur qu'une résistance. Enfin, il y a beaucoup de projets qui ont été mis en sommeil pendant cette crise sanitaire et qui sont toujours là-bas. Bref, donc prise de décision, c'est important de réfléchir à qui prend les décisions, comment on prend les décisions, et notamment dans des logiques d'autonomisation de nos collaborateurs. Deuxième levier, c'est des processus efficaces, bien sûr, et modulables en fonction de l'évolution de l'activité. Et donc ça, c'est important d'avoir beaucoup plus de souplesse. Les outils se développent beaucoup, les outils informatiques se développent beaucoup notamment pour cette modularité. Il y a l'efficacité, mais maintenant, on cherche à faire des process qui soient beaucoup plus personnalisés en fonction de la typologie des clients. Et donc ça, c'est une vraie avancée en matière de simplification, ou en tout cas
simplification et de performance. Le troisième levier, c'est un management collaboratif et reconnaissant des changements réalisés. Et puis enfin, quatrième levier, alors quand je dis management collaboratif, c'est faire en sorte d'être beaucoup moins vertical entre l'expert comptable et les collaborateurs, un petit peu souvent descendant. Il y a l'expert comptable qui va voir le client et puis il y a le collaborateur qui exécute. Je caricature un peu, pardon, mais parfois on est un peu dans ces approches-là. Non, le management collaboratif, c'est le collaborateur qui est beaucoup plus acteur de son activité, de ses tâches, etc. Et puis enfin, le quatrième levier, ce sont des collaborateurs en apprentissage continu et responsables de leur activité au quotidien. Donc, faire en sorte que ces collaborateurs puissent, au fil de l'eau, se former, ça c'est très important, se former et puis, comme on l'a évoqué, être responsable de leur activité. Voilà. Donc ça, ce sont des points qui sont importants sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Alors, pour cela, comment est-ce qu'on renforce l'adhésion et comment on donne envie pour réaliser vos projets de transformation? Plusieurs éléments. Et là encore, on l'a vu dans le témoignage, je trouvais ça très intéressant, le témoignage des experts comptables qui sont venus dans ces différents ateliers de la transformation. À chaque fois, on voit quand même qu'il y a des éléments qui sont des éléments récurrents, notamment par exemple la culture d'entreprise. On voit qu'il y a à chaque fois des cabinets qui ont une culture forte, donc ils ont construit une culture autour de valeurs, autour de raisons d'être, autour de convictions, qui sont, je trouve, très intéressants. Et là encore, Elvire va nous apporter son témoignage et on voit à quel point on a des gens qui sont qui ont construit une typologie de culture forte dans laquelle les collaborateurs se retrouvent. Le deuxième point, c'est de formaliser les spécificités du cabinet. C'est quoi notre différence? C'est quoi notre positionnement? C'est quoi notre totem? C'est en quoi on se démarque des autres, en quoi nous sommes différents. Et donc, ça facilite évidemment la cohésion et cette dynamique qu'on évoque depuis le début. Troisième élément, il faut récompenser individuellement les personnes à travers des bénéfices, à travers des challenges, à travers des résultats. Donc nous, mettre en avant les collaborateurs. Là aussi, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant dans les cabinets d'expertise comptable le collaborateur, notamment vis-à-vis du client. Donc il y a un vrai travail autour de la récompense individuelle. Et puis enfin, organiser des rituels et des modes de fonctionnement communs. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien en termes de rituels qui peuvent être des choses très simples, à travers des déjeuners, à travers des pauses café, à travers des événements qui sortent un peu du cadre de travail habituel, mais qui renforcent l'adhésion, qui renforcent la cohésion de l'équipe, qui permet de mieux se comprendre, mieux se connaître, de partager des choses, etc. Et donc de casser d'une certaine manière un peu les routines qu'on peut voir dans les cabinets. Alors là encore, je vais vous demander de participer à un sondage, à la question suivante. Selon vous, quel levier pour mobiliser vos collaborateurs dans la transformation? Donc là aussi, c'est intéressant d'analyser finalement. On parle d'engagement, on parle de motivation. Comment on implique, comment on fait adhérer, comment on pousse nos collaborateurs à être acteurs de ce changement. Et donc, selon vous, quels sont les leviers, quels leviers pour mobiliser vos collaborateurs dans la transformation? Alors pour cela, plusieurs possibilités. D'abord la prime au changement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on met en œuvre le projet de changement, on va récompenser par la prime. Deuxième élément, la reconnaissance professionnelle. Est-ce que vos collaborateurs attendent de la reconnaissance professionnelle à travers de l'expertise, à travers des compétences? L'augmentation de salaire, le fixe, effectivement, voilà, c'est un tiers, un tiers, un tiers, le fameux un tiers, un tiers, un tiers. Donc, puisqu'on participe à la transformation et à l'amélioration du cabinet, on y voit également une augmentation de notre rémunération. Et puis enfin, parfois plus de temps en équilibre de vie perso, vie pro. On sait qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui font des heures supplémentaires, il y a des périodes qui sont extrêmement chargées dans l'année. Et donc, est-ce que vous pensez que vos collaborateurs attendent? Alors, je peux en profiter pour peut-être essayer pendant que les gens répondent. On a des questions sur Slido. Le management participatif n'a-t-il pas des inconvénients? Moi, j'ai envie de répondre de toute manière. Chaque expert comptable va trouver son mode de management
et qu'il n'est pas, on ne peut pas calquer un management s'il est participatif, si ce n'est pas la culture de l'entreprise. Donc, il faut, voilà ce que j'aurais répondu, mais je vais te laisser faire, Jean-François. Et après, on a une question de Claire qui nous pose la question. Claire a un cabinet digitalisé à 100% depuis plus de 2 ans et les collaborateurs ne voient pas plus loin que les déclarations fiscales. C'est lourd à manager. Voilà 2 réponses. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, sur le management participatif, bien évidemment, attention, hein, c'est comme tout, il y a attention jusqu'où on va dans le participatif. Comme je l'ai évoqué, le participatif doit se définir dans un cadre. Je pense, moi, pour répondre un peu plus clairement à la question, en plus de ce que tu as dit, Virginie, qui est fondamental. La culture d'entreprise, ça va dépendre des collaborateurs, ça va dépendre de la typologie des personnes. Lorsqu'on a dans notre cabinet d'expertise des gens qui ont une grande seniorité, qui sont des professionnels avec de l'expérience, on peut beaucoup plus mettre en place de participatif au regard de leur expérience, de leur seniorité, etc., que si on a des jeunes qui viennent d'arriver dans l'entreprise ou pour lesquels ils vont, eux, d'une part, et nous, d'autre part, réclamer un management un peu plus directif, d'une certaine manière, parce qu'ils sont encore en phase d'apprentissage et de maîtrise, et donc attention à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc ça va aussi dépendre, et tu as raison, de la culture du cabinet, 2, de la typologie de nos collaborateurs, et ensuite, le management participatif doit se faire, notamment sur des projets de transformation, il doit se faire sur le comment. Et là, j'allais dire, allez-y à fond dans le participatif sur le comment, notamment en phase de conception, en phase de réflexion, en phase de comment est-ce qu'on va mettre en place un processus digital, comment on va développer une nouvelle activité, comment on va aller chercher de nouveaux clients, etc. etc. Là-dessus, vous pouvez faire des ateliers d'échange et de réflexion avec l'ensemble de vos collaborateurs. Tout le monde doit participer. En revanche, au moment où on va prendre la décision, au moment où on va faire des choix stratégiques, au moment où on va définir du projet, là, pour le coup, évidemment, on est moins dans du participatif et on revient dans une approche qui est un peu plus chacun à sa place. Le cadre doit d'abord être défini par le chef d'entreprise et fixé par le chef d'entreprise. Donc ça, c'est là-dessus, c'est important. Alors, après, pour répondre à Claire, dans le cabinet 100% digitalisé et puis les collaborateurs donc, qui restent braqués focalisés sur les déclarations fiscales, là, on est en pleine transformation du changement d'ADN et je pense que si, Claire, vous prenez toutes les recettes qu'on vous a données, si vous allez chercher chez chaque collaborateur leurs envies, leurs talents, si vous remettez peut-être un peu plus de participatif, peut-être que doucement, vous pourrez changer cet ADN de respect des fiscales. J'ai à peu près le même problème au bureau et j'y suis pas forcément beaucoup arrivée, hein. Mais pour ça, j'aime bien cette question. Vous pourrez transformer l'ADN. En fait, on est vraiment, je pense, dans une transformation en profondeur du métier et donc en profondeur des réflexes de nos collaborateurs. Oui, là-dessus, moi, ça m'interroge. C'est une vraie question et c'est important, Hélène. C'est clair, pardon, c'est clair. Là-dessus, c'est fondamental. Il faut absolument traiter ce point clair. C'est-à-dire que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'effectivement, il n'y ait pas plus d'action de la part des collaborateurs. Et donc, ça pose une question sur l'organisation ou sur le fonctionnement. J'irai voir du côté du fonctionnement de l'entreprise. Pourquoi est-ce que du cabinet? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette logique-là? Et c'est pas ça. À moyen long terme, c'est pas bon. Donc, il faut traiter cela. Et là, faut les interroger. Alors, avoir des modalités pour cela, mais il faut aller les chercher. L'autre élément, il y a 2-3 questions rapidement, mais Mathieu qui dit la notion de récompense individuelle mentionnée précédemment ne s'oppose-t-elle pas au développement d'une vision commune, projet d'entreprise commun? Non, elle ne s'oppose pas. Il y a à travailler collectivement sur une vision qui doit être commune, qui doit être partagée. Le projet d'entreprise doit être commun. Quand je dis commun, ça veut dire qu'il doit y avoir 70-80% des collaborateurs qui sont en phase avec le projet tel qu'il est décidé. Et la récompense doit être alors individuelle,
individuelle, c'est-à-dire que moi, je dois avoir au regard de mon engagement, au regard de la méritocratie, au regard de mon adhésion, de mon implication, je dois être récompensé en tant que personne. Et d'autre part, il doit aussi y avoir des récompenses collectives, hein, c'est-à-dire que, vous savez, dans la quote-part du fixe et du variable, et notamment dans la partie variable, il y a à réfléchir sur la répartition entre le travail individuel de la personne et puis son travail dans un collectif. Alors Jean-François, je serais beaucoup moins catégorique que toi pour ces récompenses. Ça, moi, je l'ai testé dans mon cabinet, pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, concernant l'ECF et l'examen de conformité fiscale. J'ai formé mes collaborateurs et je souhaite que nous fassions un ECF pour tous nos clients. Donc, j'ai fait un séminaire avec mes collabs qui s'appelait Comment vendre, pour qu'ils commencent à parler aux clients de ce projet-là. Au début, je me suis dit, tiens, je vais dire 20 €, 30 €, je sais plus quoi, chaque ECF vendu. Et ça n'a pas du tout pris. Les collaborateurs, donc là, j'étais en récompense individuelle. Et quand à un moment donné, j'ai dit, si on vend plus de 100 ECF au cabinet, on part tous à New York, eh bien, cet objectif collectif a beaucoup plus fédéré. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend de la culture du cabinet, de l'entreprise, des collaborateurs donc évidemment, rien n'empêche de mixer les 2. Je pense que Bien ça, on sûr. peut sentir au sein de nos entreprises. Entre 30 € et... entre 30 € et New York, il y a quand même une différence quand même. Non, 30 € chaque. La motivation vient toute seule, hein, 30 € et tu me proposes un voyage à New York et tu me proposes 30 €, individuellement ou collectivement. Le CF vendu, et j'avais fait un test que sur un collab, sur 2 collabs. Et j'ai vu qu'ils n'étaient pas super, et j'ai même pas discuté du truc, et j'aurais peut-être pu mettre 100 €. Mais c'est vrai qu'on les vend pas très, 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 très cher. Quoi qu'il en soit, le séminaire à New York, il y a eu une volonté du cabinet de se retrouver ensemble. Donc on est là dans la culture de l'entreprise. Non, mais bien sûr. Mais tu as raison, Virginie. Mais n'opposons pas. Tu as raison. Non, ça tant peut mieux, être un mix. Voilà. Ouais, exactement. Et je trouve plutôt sain que les gens se mobilisent pour pour un truc collectif, c'est-à-dire que le séminaire collectif donne plus envie que la rétribution individuelle. C'est plutôt une très bonne chose dans ton cabinet. Ça veut dire que probablement il y a un climat social qui est bon. Merci Jean-François. J'ai l'impression qu'on est en retard, un peu comme d'habitude, Jean-François. Ouais, on est très en retard, désolé. Alors, d'accord. Résultat du point important là-dessus, c'est que le résultat, c'est qu'il y a quand même 43% des gens qui répondent que plus de temps en équilibre de vie, hein, c'est-à-dire que la mobilité, ils considèrent, les gens qui ont répondu au sondage, vous, Expert Contact, vous avez répondu au sondage en considérant que mobiliser les collaborateurs dans la transpension, c'est donner plus de temps en équilibre de vie perso, vie pro. Donc ça, c'est un vrai sujet de réflexion qui refait le lien avec le temps. Comment est-ce qu'on travaille et on développe du temps, comment on travaille et on développe, j'allais dire, du temps, comment on donne du temps à nos collaborateurs au quotidien. Et peut-être que ça peut être d'ailleurs le facteur de motivation pour vos collaborateurs, c'est-à-dire que le projet de transformation va permettre, alors il faut que cette promesse soit réelle, d'améliorer la qualité de vie entre vie personnelle et vie pro. Ça, c'est intéressant, et probablement les jeunes sont dans cette logique aussi de rechercher un meilleur équilibre. Donc, il semblerait bien évidemment que ce soit un des freins à l'attractivité de notre profession. On le sait tous, hein, on a la réputation en cabinet d'expertise comptable de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous avions aussi, peut-être un peu moins, la réputation de pas très, très bien payer. Tout ceci ne nous fait pas tout à fait de bien pour capter les jeunes qui un, choisissent nos études, et deux, sont dans le process et ils restent, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont partir en entreprise, d'où nos problèmes de recrutement. Et il y a une vraie volonté, hein, d'avoir cet équilibre de vie aujourd'hui dans nos cabinets. Là, je suis contente qu'on l'ait tous compris, et par ce sondage. Concrètement parlant, par exemple, dans mon cabinet, les heures supplémentaires sont interdites.
et elles sont interdites. Alors ça veut tout et rien dire, hein, mais on fait des plannings. Donc pour qu'elles soient interdites, elles sont interdites non pas parce que je veux pas les payer et qu'on fait du show, parce que souvent les collaborateurs ne le croient pas, parce que parfois ils ont d'autres expériences. Je parle des heures sup parce que je pense que c'est important dans notre métier, parce que c'est ce qui parfois nous enquiquine en termes de recrutement, vraiment. Et donc, interdire les heures sup et le faire pour de vrai, ça veut dire réussir à gommer la saisonnalité que nous impose en fait l'administration fiscale. C'est un vrai changement d'organisation et de process dans le cabinet. Et ça peut fédérer, ça peut donner du sens. Et donc, c'est pas interdire les heures sup pour interdire les heures sup, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est avoir un équilibre vie perso, vie familiale, ne pas faire travailler les gens le week-end. Ça peut être quelques solutions dans nos cabinets en termes de management. Alors, oui, ou des contreparties. Ou des contreparties, si on travaille le week-end pour des raisons au moment de la période fiscale, en tout cas, des contreparties qui compensent cette contrainte. Oui, mais je crois que même les contreparties aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui est trop content d'avoir un samedi et un dimanche. Alors, ça peut être un week-end par an au bureau, mais lorsqu'il n'y a aucun week-end, c'est encore beaucoup mieux pour nous, et ça veut dire qu'on a libéré du temps. Enfin bref. Là, donc maintenant, on arrive au témoignage, et donc on a demandé à Elvire de venir nous parler de son expérience. Alors, c'est à cause ou grâce à Elvire que nous sommes en webinaire aujourd'hui. Vous savez que c'est pas notre format habituel, parce que normalement, on est à l'ordre. On adore vous accueillir, mais avec les contraintes de la crise sanitaire, on ne vous a pas accueilli la dernière fois. Et là, cette fois-ci, nous sommes en webinaire parce que Elvire a le Covid, et donc elle ne peut pas sortir de chez elle. Parfois, la connexion avec Elvire est un peu compliquée, on l'a tous vu tout à l'heure, donc on va faire de notre mieux. Et Elvire, est-ce que donc tu veux bien nous parler de ton cabinet qu'on a estampillé moderne? Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, moi c'est Elvie Secleca, je suis expert comptable, je travaille à Paris. Mon cabinet se trouve à Aubert. On m'a invité gentiment à faire un témoignage sur mon cabinet qui est 3.0, puisque 2.0, je crois que tous les cabinets sont déjà 2.0, enfin, j'ose espérer. Pour parler rapidement de mon cabinet, par rapport au thème qu'on a choisi aujourd'hui, mon cabinet est un cabinet, comme on dit, agile. Quand on dit agile, on dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un cabinet qui s'adapte énormément. Nous sommes en perpétuel mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut décider d'un projet aujourd'hui et déconstruire le projet dans un mois et demi, parce que ce projet, on se rend compte qu'on ne va pas l'atteindre, ou bien les moyens mis en place pour l'atteindre, on n'y arrivera pas, donc on va déconstruire. Il est agile parce que dans mon cabinet, par exemple, on est organisé en squad. C'est quoi un squad? C'est une équipe, hein. Un squad. Il y a les collaborateurs, et on décide de s'organiser en squad. Ça veut dire qu'on va créer des petites unités autonomes et indépendantes. On va créer une équipe de 5 personnes. Attention, c'est un cabinet qui a un peu de collaborateurs. Dans ce cabinet, on décide de créer de petits cabinets, genre de 5 personnes. D'accord? Donc, on s'organise en squad, et dans ces équipes, on va avoir 5 ou 8 personnes, et on va décider de vivre en autonomie au sein du cabinet. Ça veut dire que dans cette équipe de 5 ou 8 personnes, on va retrouver des gens qui vont faire de la production, on va retrouver des gens qui vont faire du commercial, on va retrouver dans l'équipe des personnes qui vont faire du commercial et de la production, parce qu'ils se sentent à l'aise sur les deux éléments. Et on va trouver des personnes qui vont faire quasiment que du management, par exemple. Ils vont gérer le management de la production, ou bien ils vont gérer le management du commercial, parce que les deux, chez nous, vont ensemble. L'aspect commercial ne se fait pas à une période de l'année et puis la production à une période de l'année. Les deux vont de pair. C'est toujours, en période fiscale, on a toujours des challenges commerciaux.
je dis un truc tout bête, en période fiscale, on adore faire les challenges commerciaux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prospects, de clients potentiels qui, lorsqu'ils sont à leur première année ou deuxième année, qui se disent que c'est maintenant qu'il faut qu'ils prennent un expert comptable. Et paradoxalement, les cabinets d'expertise comptable ne se rendent pas compte que, voilà, dans cette période, on a beaucoup de prospects qui veulent avoir un expert comptable. Et ils sont plus concentrés sur la production, alors qu'il y a aussi le commercial. Et souvent, vous allez récupérer beaucoup de clients pendant cette période fiscale. Donc, ces deux aspects vont de pair. Dans nos équipes, au sein du cabinet, l'idée, le projet qu'on veut entreprendre se fait toujours ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on va décider d'un projet, on va faire une grande messe, on va faire des réunions de tous les collaborateurs pour faire le point. D'accord? On va dire, on va faire des brainstorming, par exemple, avec tout le monde, toutes les équipes, tout le monde, pour dire ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Il y a des gens qui vont aller sur le côté, l'aspect organisationnel des équipes. Et les outils, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on change sur les outils? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore au niveau du commercial? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore au niveau de la productivité? Et quand on aura pris tout ça, entre managers, entre responsables et décideurs, on va essayer de faire le tri de ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est faisable à court terme, à moyen terme, et ce qu'on peut mettre à long terme. D'accord? Donc, et ces projets-là sont tout le temps en train d'être mis en phase, en activité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait cette grande messe, on ne dit pas on a pensé à vous, on veut une idée que tout le monde participe, et lorsque les gens donnent les idées, on laisse tomber. Si on a des idées où on se dit qu'on ne peut pas, on va refaire le point avec tout le monde en disant voilà la synthèse de ce que tout le monde pense qu'on peut faire. Voilà ce qui a acquis la plus grande adhésion, mais malgré la grande adhésion, on sait qu'on ne peut pas le faire dans 2 mois, dans 1 mois, mais on le programme dans 6 mois, ou alors on dit ça ne nous apportera rien parce qu'on décide en termes de management que ce n'est pas possible. Non. On a une structure qui est très agile sur ce point-là. On n'hésite pas à déconstruire, on n'hésite pas à construire. Et lorsqu'on décide de construire quelque chose, on ne se dit pas on a 1 an, 2 ans, on le met en production. Lorsqu'on décide entre managers, on va le mettre en production, on va le mettre en exécution. Et puis, ça, c'est concret. Lorsqu'on fait un point avec les équipes, on dit on voudrait, par exemple, je dis un objectif commercial, on voudrait avoir 100 clients dans 1 mois. On décide et la semaine suivante, on crée les équipes commerciales. Et puis, à ce niveau, par exemple, on va dire aux personnes qui sont motivées pour faire le suivi du commercial, ça peut être une personne dans un projet et le projet suivant, ça va être un autre collaborateur. On ne se dit pas c'est toujours les mêmes qui sont compétents pour faire la chose. C'est pour ça que dans le cabinet, on a toujours l'idée de former tout le monde en même temps. On forme tout le monde sur tous les sujets. Après, chacun peut décider d'aller sur un sujet particulier parce qu'il est vraiment à l'aise sur ce point-là. Mais on essaye de faire en sorte que les gens ne soient pas juste… Oui. Elvire, si tu me permets, donc ton cabinet, avant d'être un cabinet moderne, tu étais un cabinet traditionnel, si on veut opposer les anciens avec les modernes. Si je veux, pour rappeler juste, c'est un cabinet qui… Comment tu as fait? Tu vois, donc il y a quelques années, tu étais comme Claire, tu étais comme moi, par exemple, avec des collaborateurs dont le seul souci était la déclaration fiscale. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour passer de ce collaborateur qui ne se soucie que des échéances fiscales à ce collaborateur qui est devenu un commercial chez vous ou un autre poste? Comment qu'est-ce que vous avez mis en place et ça a pris combien de temps? Voilà, donc disons il y a une douzaine d'années, par exemple, c'est un cabinet traditionnel qui a été repris par un associé qui avait le cabinet, qui a repris le cabinet de son père. Donc, un cabinet traditionnel qui se trouve dans l'Est à Épinal, donc ce qu'il y a de plus traditionnel. On décide, lorsqu'on s'associe, il y a moi, il y a d'autres personnes, on s'est associés, et l'idée a été de dire on va se digitaliser, on va se moderniser, on va se mettre en ligne. En ce moment, il y a 10, 12 ans de ça, on se disait les cabinets, on parlait de cabinets en ligne. On avait l'impression, donc, et l'idée, on a apporté l'idée à tous les collaborateurs, notamment les collaborateurs qui sont à Épinal, par exemple.
où on a parlé de cabinets en ligne, digitalisés, numériques et tout ça, ça a créé il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur, d'accord? Parce que les nouveaux associés, dont moi, on était à Paris et puis on avait le cabinet de base qui était sur Épinal. Donc, on a recruté des personnes. Et lorsqu'on a décidé de recruter, on a recruté sur Paris, on a recruté essentiellement des commerciaux. Déjà, on a commencé à changer la physionomie des collaborateurs en recrutant que des commerciaux. Et ça a créé un peu de friction entre les anciens collaborateurs et les nouveaux qu'on recrutait pour être des commerciaux, qui avaient vraiment, ils sortaient d'école de commerce, ils avaient vraiment des profils de managers d'école de commerce. Et les mettre ensemble, ça a été un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des séminaires, on a fait des ateliers, on a fait des conférences où on s'est rencontrés, on a discuté pour pouvoir échanger. Les anciens collaborateurs, on les a invités en leur faisant des formations. On parlait de soft skills, par exemple. Ça fait 12 ans, on a commencé à faire ça. On a dit, on va développer les gens qui ont de la créativité. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Ces collaborateurs, certains se sont découverts. Aujourd'hui, j'ai une ancienne collaboratrice qui était très bonne, on va dire, en production, c'était la meilleure, on va dire. Aujourd'hui, elle est data manager et elle ne veut plus faire de la production. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Les collaborateurs, on les a fait évoluer sur nos nouveaux métiers qu'on avait dans le cabinet. Tout le monde n'a pas adhéré. On a quand même réussi à transformer 80% de nos collaborateurs avec les nouvelles fonctions que nous voulions dans le cabinet. On a à peu près 10-15% où ça a été compliqué. Notamment, il y avait des anciens experts comptables aussi qui avaient un peu de mal, qui ont pu récupérer ces collaborateurs et à qui on a vendu notamment des clients aussi qui ne rentraient pas dans nos schémas que nous voulions avoir pour le nouveau cabinet que nous voulions. Donc, Elvire, donc, si je comprends bien, vous avez choisi vos clients, vous avez réussi à transformer vos collaborateurs par, en fait, de la mixité, par de la mixité de profils. Et vous avez beaucoup formé, beaucoup communiqué pour mélanger tous ces et ça a donné votre cabinet. Ça a pris, parce que là, tu nous as dit, ça c'est il y a 12 ans chez nous. Donc, on est tous en train de se dire, oh là là, si on en a pour 12 ans, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça a pris combien de temps, ce temps-là? 2, 3 ans? Non, ça a pris 12 ans. Ah, ça a pris 12 ans. Ah, bah, ça nous a pris 18 mois. 18 mois. Ah, 18 mois, ça voilà. Nous a pris 18 mois. Ça prend 18 Ça nous a pris 18 mois. Parfait. On change la physionomie, notamment, par exemple, on décide que les managers sont ceux qui sortent d'école de commerce, ça nous a pris à peu près 18 mois. C'est-à-dire, lorsqu'on a créé les équipes, par exemple, on a créé des binômes. Donc, les anciens collaborateurs confirmés, dont avant on disait collaborateurs confirmés, on les a associés à une école de commerce pour manager une équipe. Et lorsqu'on a créé, on a essayé d'apporter, et on a dit, par exemple, dans cette équipe, le collaborateur confirmé sera chargé, il sera responsable de la production, d'accord? Pour ne pas enlever le côté on est chef, parce que c'est toujours difficile aux gens de déconstruire. Donc, on a dit, celui qui est de commerce, il sera le responsable commercial pour apporter. Et au fur et à mesure, on a découvert qu'il y a des personnes qui étaient collaborateurs confirmés, ne serait-ce que par le bouche à oreille qu'on a appris à développer, étaient devenus encore meilleurs que l'école de commerce qui était manager avec lui. Mais là-dessus, pardon. Les gens. Oui, là-dessus, ça ne m'étonne pas quand tu dis 18 mois, Elvire. Il faut compter à peu près 2 ans. Lorsqu'on est sur des changements de culture comme ça, d'entreprise ou des changements d'organisation, il faut compter 18, 24 mois. Donc, on est sur une temporalité qui est tout à fait normale par rapport à ce qu'on vit par ailleurs dans d'autres entreprises sur ces changements. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a aussi la période fiscale qui joue toujours dans le cabinet, qui ne change jamais et qui fait que lorsque vous commencez à faire un changement, lorsque vous avez une période fiscale qui arrive dans le changement, pour ne pas tout bouleverser, parce qu'on dit il faut changer le cabinet, mais le cabinet reste un cabinet qui produit des liasses fiscales, voilà, ce qui est son cœur de métier. Donc, il ne faut pas tout déconstruire pour pouvoir, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter pour pouvoir changer, pour pouvoir redémarrer. On avance pendant qu'on change, on fait le changement. Ça nous a pris 18 mois. Au bout de 18 mois,
Oui. Pardon, ce qui veut dire pour nos participants, pour tous ceux qui nous écoutent et experts comptables qui sont sur des projets de transformation, ça prend pas 3 mois, ça prend pas 5 mois, c'est pas vrai, ça prend du temps. Il faut tout prend du temps pour mettre en œuvre, mais ça prend pas non plus 10 ans. Mais disons qu'on est sur des temporalités de 1 an, 2 ans, 3 ans lorsqu'on veut modifier en profondeur un cabinet et passer d'un 2.0 ou un 3.0. Et donc, ça, voilà, ça nécessite quand même de l'engagement et de Il faut éviter surtout que ça prenne trop de temps, parce que quand ça prend trop de temps aussi, les personnes ne voient pas ce qu'on a envie que ça devienne. Et puis, ça peut décourager les nouveaux qui viennent, parce que les nouveaux qui viennent, on leur vend un cabinet, une certaine idée du cabinet. Et les anciens qui sont là, parce que ça ne change pas, si on ne fait pas un changement qui est assez rapide, ils ont l'impression que c'est parce que ça ne peut pas marcher que ça ne change pas. Alors que c'est parce que, voilà, il faut changer et il faut que les managers aussi, les leaders, les responsables du cabinet décident. Lorsque je décide, je fais exécuter de temps en temps, il faut avoir un rôle de, voilà, je suis le responsable et je mène ma barque, je dirige et je décide de là où je veux que le cabinet aille. Lorsque je dis aux collaborateurs, on va se débarrasser par exemple de tous les clients un peu récalcitrants qui n'utilisent pas par exemple le numérique, qui n'utilisent pas la plateforme, qui n'adoptent pas par exemple, et on va les vendre. Et les collaborateurs vont aimer certains clients qui vont nous dire non, mais quand on décide, on le fait. Voilà. Et le collaborateur, il sait que, voilà, on a décidé que ce profil ne correspond pas à nos objectifs et que, voilà, parce que l'automatisation et la digitalisation s'accompagnent d'outils. Et certains outils sont adaptés à des profils ou pas. Et selon les outils, la digitalisation que vous avez choisi, il faut aussi choisir le profil des clients que vous voulez accompagner. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est bon, d'abord, c'est toute cette dimension de management participatif, c'est-à-dire donner le champ aux collaborateurs pour décider, pour agir. C'est le fait aussi que tu as en même temps travaillé sur l'organisation, tu as travaillé sur les processus, tu as travaillé sur les outils et tu as aussi travaillé sur le nom, le changement de nom des collaborateurs dans leurs fonctions pour pouvoir justement mieux s'approprier ce changement. Ah, tu parlais de data manager, tu parlais, enfin, quels sont les titres aujourd'hui? Quels sont les titres de ces collaborateurs? Oui, Virginie disait tout à l'heure de collaborateurs confirmés, effectivement. Au cabinet, par exemple, on ne dit pas collaborateur chez nous, on parle de leader, on parle d'intrapreneurs, d'accord? Tous ceux qui accompagnent, on a des AE, des AM, donc data expérience ou manager expérience, d'accord? On parle de data scientist, mais on a des business développeurs. Ce sont des noms et qui correspondent à ce que les collaborateurs font réellement. Ce n'est pas juste des noms qu'on leur donne. Lorsqu'on dit intrapreneur, mes collaborateurs, qui étaient le nom collaborateur avant, qui sont aujourd'hui des intrapreneurs, ils accompagnent vraiment les clients. C'est-à-dire qu'un intrapreneur chez moi, il va voir plus souvent quasiment le client que moi, presque. Il accompagne dans la vie au quotidien le client plus que moi, parce que le client va m'appeler vraiment, ou alors l'entrepreneur va faire appel à moi, expert comptable, que si vraiment il y a besoin de sujets vraiment techniques, que le client demande expressément qu'on fasse rendez-vous. Sinon, le quotidien, parce que quand on a répondu aux questions d'un client au bout d'une année, en général, la problématique de son entreprise va rester la même 90% du temps. Donc, 90%, ce sera le collaborateur qui va accompagner ce client. Donc, il est vraiment entrepreneur, il accompagne les clients. Donc, on a parlé de… Oui. Merci beaucoup, Elvire. C'est très intéressant. Hein. Oui. Je trouve que ton témoignage et la manière dont tu as abordé est vraiment le reflet de la mise en pratique de ce qu'on a abordé, des concepts qu'on a abordés depuis ce matin 9h. Le temps nous est compté. Merci beaucoup, Virginie. Tu as avant de conclure, il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir en écho de ce que vient de dire Elvire et de son témoignage? Alors, j'ai pas d'écho. Moi, j'adore j'adore ces ateliers parce qu'à chaque fois, le témoignage est toujours passionnant parce que ça nous permet de se dire bon, c'est possible, on peut y arriver. Donc merci Elvire, et puis on peut bien y arriver parce que aujourd'hui votre structure elle est sympa, et il y a encore plein de choses que tu aurais pu nous dire, mais peut-être on te fera revenir après pour les fois suivantes. Mais voilà, ça donne une image extraordinaire aujourd'hui des cabinets d'expertise comptable, ces cabinets-là. Donc déjà, merci pour l'attractivité de la profession. C'est sympa pour les autres.
Le nom du cabinet, Elvire, c'est Revox, hein, c'est Revox Expertise, c'est ça pour ceux qui évoluent. En fait, au début, on avait un cabinet où, je vous ai dit, on a des petites équipes et on a voulu, depuis, créer une marque. Et aujourd'hui, on s'est donné comme nom Number. D'accord? Et c'est tout. Avant, on avait plusieurs personnes, des équipes, on donnait des noms parce qu'on voulait aller, on ne voulait pas montrer qu'on était un cabinet plutôt d'une certaine taille. Mais aujourd'hui, on a décidé de montrer que c'est un cabinet qui a une marque, qui a un ADN. On a un ADN, il s'appelle Number. Donc, on peut aller voir ton site internet on peut aller voir ton site pour nous Bien inspirer sûr. De la manière dont tu abordes les choses. Et sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, on est en retard. Moi, je vous propose qu'on déborde un petit peu pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, pour essayer de répondre un peu à vos questions. Et s'il n'y a plus de questions, alors je sais que donc Bernard me pose la question. Alors moi, je vois très très mal sur mon écran les questions sur le GoToWebinar, mais je crois voir le titre d'expert comptable a-t-il vocation à changer? Je ne crois pas du tout. En tous les cas, pas du tout dans les textes. C'est pas du tout à l'ordre du jour en termes de normalisation. Si je peux me permettre, juste au Conseil Sup, on est en train de faire un sondage pour changer le nom de l'expert comptable stagiaire. Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'Elvire est responsable des stagiaires au niveau national. Et là, il y a une consultation pour changer le nom de l'expert comptable stagiaire. Le nom de l'expert comptable, c'est pas dans les tuyaux. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur Sido, et moi j'ai perdu ma connexion Sido, mais tu peux regarder peut-être Jean-François. Moi je l'ai, il y a William qui faisait 2 remarques que je trouve très intéressantes. C'est effectivement l'ADN des experts comptables change. Est-ce que l'administration doit aussi changer? Oui, alors on aura peut-être plus facile, c'est plus facile peut-être, William, d'abord de changer, la profession d'expert comptable, et puis de mettre la pression sur l'administration pour qu'elle change. Bon, mais c'est vrai qu'il y a ce sujet, hein, il y a de la relation entre. Pour moi, l'ADN de l'administration est en train de changer. Il y a une approche par les risques qu'il n'y avait pas il y a 10 ans en matière de contrôle. Ils se sont automatisés, ils sont numérisés. C'est parce qu'il y a eu la DSN que le prélèvement à la source a été possible. Ce qui a été l'élément déclencheur de ces ateliers, c'est la facture électronique. Et je suis très heureuse quand le changement, ça dure 2 ans, ça tombe très bien. Dans 2 ans à peu près, puisque c'est juillet 2024, l'arrivée de la facture électronique, ça va être un changement de process et on s'y prend dès maintenant et c'est extraordinaire. Et la facture électronique va révolutionner nos pratiques. C'est une évidence puisqu'elle va dégager sur le pré-remplissage de la TVA. Je vais me répéter, mais en Italie, où la facture électronique y est depuis le 1er janvier 2019, 1 an et demi après, les experts comptables italiens ne faisaient plus de saisie et ne faisaient plus de déclaration de TVA parce qu'elles sont pré-remplies par l'administration fiscale italienne. Et c'est exactement ce qui va se passer dans nos cabinets dans quelques années. Donc, donc l'administration fiscale est vraiment en train de changer. Alors, eux, ils ont dû commencer il y a 10 ans parce que c'est une énorme machine. Ils peuvent pas se révolutionner en 2 ans, mais ils ont déjà commencé. Toute la DSN, c'est une vraie révolution. Donc là, on est dans l'administration sociale, mais fiscale, sociale, le même bateau. Donc, ils ont déjà commencé. Et l'objectif de ces ateliers, c'est d'avoir une longueur d'avance sur eux. N'oublions pas la RGPP, la réforme générale des pouvoirs publics, ça a plus de 10 ans avec la LOF, la loi organique relative aux finances. Alors évidemment, l'administration évolue lentement. Bon, l'administration reste l'administration, mais ça évolue. Et là-dessus, il faut saisir toutes les opportunités de l'évolution de l'administration pour évidemment embarquer la profession. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions sur Slido. Je ne sais pas si les autres, du côté du GoToWebinar, je ne vois pas d'autres questions non plus. Ce que je vous propose, comme il est 10h34, et pour ceux qui ont des contraintes, de conclure. Alors peut-être, Virginie, si tu veux conclure sur ce qu'on propose, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par l'ordre des experts comptables. Exactement. Donc, vous savez, je me répète, mais il paraît que la répétition, c'est la pédagogie. Donc, on vous propose à l'ordre des experts comptables ce parcours de la transformation. Donc, il y a ces ateliers qui sont des ateliers de sensibilisation. On fait au mieux pour être le plus pragmatique
possible et pour vous aider au mieux dans la transition. Donc, il y a 9 ateliers, ça j'en ai parlé. Il y a des outils aussi. Il y a Cap Newbies, le prochain atelier. On va vous parler de Cap Newbies, qui est un outil qui va vous servir pour détecter vos talents dans vos organisations. Et une fois que vous aurez détecté les talents de vos collaborateurs, cela va découler, donc c'est un outil de gestion prévisionnelle des compétences sur des plans de formation et sur des compétences. Ça va être un outil extraordinaire que l'Ordre va mettre à votre disposition gratuitement. Donc, on est en phase expérimentale aujourd'hui. Après, il y a tous les outils proposés par la SOREF. Je dis à dessein à SOREF, la SOREF a changé de nom, ça s'appelle SupExpertise. Donc, dès ce matin, vous avez reçu peut-être un mail de SupExpertise, et ben c'est l'ex à SOREF. Eh bien, il y a les il y a la Performance Academy. Vous savez, pour vous, les experts comptables, pour vous aider à trouver votre stratégie, il y a des formations à la carte dans le catalogue ASFOREF SupExpertise. Et il y a pour vos collaborateurs les formations e-call. Ces formations permettent de changer un peu l'ADN du collaborateur. Il y a ces 10 jours de formation, 5 jours en présentiel et 5 jours en webinaire, mais surtout en travail à la maison d'essai par des jeux. Donc, cette transformation, vous ne pourrez pas faire l'économie de formation et d'information pour réussir cette transformation. Et il y a aussi, on vous en a parlé, des coachs qu'on a sélectionnés pour vous. Si par exemple, dans 6 mois, vous pataugez, vous n'y arrivez pas, ce qui a été mon cas au cabinet, hein, à un moment donné, j'ai pataugé. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, mais je me rends compte que je m'y prends mal. Eh bien, je me suis fait coacher. Beaucoup d'experts comptables se font coacher, en fait. Beaucoup de chefs d'entreprise se font coacher pour, à un moment donné, le coaching nous permet d'avoir du recul sur notre organisation. Le coach met le doigt sur des freins qu'on peut avoir psychologiques, des choses qu'on ne voit pas. Donc, le rôle du coach, il est là pour, à un moment donné, enlever un ou deux verrous pour nous faire comprendre que si on n'y arrive pas, c'est peut-être pas forcément la faute de nos collaborateurs, qui sont pas comme ci, comme ça, comme gna 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 gna. Je vous parle de vécu là. Hein. On a notre rôle à jouer, hein, Virginie. On a aussi, en tant qu'expert comptable et chef d'entreprise, notre rôle à jouer. On a un rôle à jouer et parfois on a des freins et on n'en a pas conscience. Le coach va servir à ça. Et après, on a également des mentors. J'ai demandé à nos contrôleurs qualité qui nous connaissent très très bien, qui vous connaissent très bien, nous les experts comptables. Ça fait des années qu'ils viennent dans vos cabinets pour faire des contrôles qualité. Ça fait des années qu'ils vous côtoient, qui nous côtoient, nous les 6300 experts comptables de Paris-Île-de-France. On est tous différents, on a tous des organisations différentes parce qu'en fait, nous sommes une profession libérale, indépendante. On est indépendant et on travaille comme on a envie. Et c'est ça qui est génial. Et parfois, on n'arrive pas à aller où on a envie d'aller. Et donc, on vous propose des coachs et on vous propose aussi des mentors. Donc, on a un catalogue de coachs, on a un catalogue de mentors qu'on a formés, sélectionnés pour vous. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ces prestations sont évidemment payantes, proposées par SupExpertise, mais je pense que il est parfois nécessaire de prendre du temps. Ça va nous coûter un petit peu d'argent. C'est un bon investissement. Voilà, c'est un investissement. Voilà, on le met en IMO. Vous avez compris, nous, les experts comptables. En fait, on est dans la case IMO. Il y a des avantages économiques futurs. Voilà, ça, on est content, ça nous rassure. Parfois un peu de termes comptables. Notre prochain rendez-vous. Je vous retrouve donc avec plaisir le 8 février 2022 avec les outils du changement, la mise en œuvre. Merci de vos commentaires sur Slido. Merci de nous dire si vous avez envie de venir témoigner, mais merci de nous le dire.
j'espère que la prochaine réunion le 8 février, on pourra vous recevoir à l'ordre. Ça serait très sympathique. On a étudié les listings et en fait, on sait que vous nous suivez tous à peu près régulièrement. Et donc, je me demande si la dernière formation, qui je crois est en juillet, on va pas tous se réunir et vous proposer peut-être un cocktail et pour échanger tous pour de vrai, faire venir les témoins, tous les témoins, en fait, essayer de faire une grande manifestation après l'atelier, faire venir les témoins, que vous veniez tous si vous voulez bien venir. Si évidemment en juillet on n'a pas le énième variant qui nous enquiquine, hein, mais si jamais on était sorti de ça, je pense qu'une grande réunion pourrait être excessivement sympathique et ça pourrait nous permettre d'échanger tous, ça pourrait vous permettre de discuter avec les témoins. Je pense que donc, si vous voulez nous dire sur Slido si cette idée vous donne envie, puisqu'on était dans l'envie. En tous les cas, nous, on a très, très, très envie de continuer avec vous. On se retrouve le 8 février 2022 en pleine forme. Elvire, prends soin de toi, mais je pense que là, le Covid, ça va, il n'est pas très symptomatique. Ça va. Et surtout, prenez soin tous de vous. À très, très bientôt et le 8 février. Au revoir. Merci de votre attention. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci Elvire de ton témoignage. Au revoir. Votre appréciation. Au revoir. Au revoir.